Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français. Mon nom est Adam Berada et je suis agent de relations publiques à la SSF. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec notre organisme, permettez-moi de vous introduire avec le sujet. La Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Il convient de signaler aussi que la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et son partenaire vivent, travaillent et se divertissent. Nos webinaires ont plusieurs objectifs, parmi lesquels offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes, ainsi que de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Nous intervenons aujourd'hui, nous accueillons M. Bernard Le Foll et M. Ali Hussein, pardon, respectivement, chercheurs et conseiller principal au Centre toxicomanie et de santé mentale basé à Toronto. Il me faudrait peut-être une heure pour rendre justice au parcours de nos deux intervenants, mais je vais vous les présenter un peu plus brièvement. Bonjour Bernard. Bonjour Aliou. Bonjour. Bonjour. Alors, Bernard, comme on l'a dit, est chercheur au Centre de toxicomanie et de santé mentale, mais il est également titulaire de la chaire de psychiatrie et de toxicomanie et professeur à l'Université de Toronto. Il est également vice-président de la recherche et directeur scientifique du Waypoint Center for Mental Health Care. Il a obtenu plus de 100 subventions et publié plus de 270 articles scientifiques évalués par des pairs et a dirigé de multiples essais cliniques élaborés des recommandations de traitement pour la toxicomanie et a également été invité à prendre la parole au Sénat et à la Chambre des communes sur des questions liées à la toxicomanie. Aliou, bonjour. Je Bonjour. passe à vous aussi. Vous êtes conseiller principal au Centre de toxicomanie et de santé mentale, mais vous êtes également médecin de formation et diplômé en gestion des services de santé. Et vous avez également un certificat d'études supérieures en équité et diversité en santé, comme vous êtes aussi coprésident du réseau provincial des fournisseurs de services de santé mentale et de prise en charge des dépendances en français. Merci, messieurs, d'être présents avec nous pour ce webinaire de la Société Santé en français. Alors, un peu de logistique avant d'aller plus loin. Les participants sont automatiquement sur Dim, Mute. Vous pourrez participer à la fin des présentations de nos invités par écrit à la boîte de conversation, chat ou bien Q&A, donc questions et réponses au bas de votre écran. Et il y aura également deux sondages interactifs. Un qui va être lancé maintenant. Est-ce qu'on peut lancer, s'il vous plaît, le sondage? Et un dernier sondage d'évaluation à la fin de ce webinaire. Vous pouvez répondre au sondage maintenant et il sera automatiquement arrêté quand on aura atteint un taux supérieur de réponse à 70%. Je passe donc la parole maintenant à Monsieur Bernard Le Foll, pour nous présenter le projet ECHO sur les addictions. J'arrête ma présentation et je vous invite, cher Bernard, à partager la vôtre. Merci Adam. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je vais essayer de partager ma présentation. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? C'est correct? Euh, j'ai perdu le son là par contre. C'est moi qui ai coupé mon micro pour ne Ah, pas vous gêner. d'accord. C'est Je vous en parfait. prie. Ok, donc je vais vous présenter le programme ECHO Santé mentale qui a été développé au CAMH, Centre de toxicomanie et santé mentale, à Toronto.
Donc, qu'est-ce que le programme ECHO? Donc, c'est un programme qui a démarré initialement au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et un médecin qui travaillait là-bas s'est aperçu que des patients qui avaient l'hépatite C n'avaient pas pu obtenir le traitement dont ils avaient besoin en raison du manque de spécialistes dans leur région. Donc, c'était le docteur Sanjeev Arora. Et donc, il travaillait dans l'une des deux seules cliniques qui s'occupaient à traiter l'hépatite C dans cet État aux États-Unis. Donc, il était déterminé à étendre le traitement pour que les patients puissent pouvoir bénéficier des médicaments pour le traitement de l'hépatite C dans leur communauté. Donc, l'idée derrière le projet ECHO, c'est que les gens, les patients doivent avoir accès à des soins spécialisés pour leurs états de santé qui sont complexes et que très souvent, il n'y a pas assez de spécialistes pour traiter les malades, notamment dans les zones rurales ou isolées ou qui n'ont pas assez de médecins spécialisés dans les alentours. Donc, l'idée du programme ECHO est d'entraîner les médecins de famille à délivrer ce traitement spécialisé pour permettre aux patients d'être traités. Et avec ce mécanisme, les patients peuvent recevoir le bon traitement à la bonne place au bon moment, ce qui améliore les résultats et réduit les dépenses. Donc, le projet ECHO, c'est organisé sur un modèle que l'on dit en anglais Hub and Spoke. Alors, je cherchais un peu la traduction, ça serait moyeu et rayon. Alors, parfois, je vais parler dans cette présentation d'intervenants qui sont des moyeux ou d'autres qui sont des rayons. Bon, ça veut dire hub et spoke en anglais. C'est un modèle qui vient de la logistique en général, de distribution des marchandises, où on dit qu'il y a un réseau central, un moyeu central, et ensuite ça distribue ces marchandises à différentes usines, par exemple, qui sont à ce moment-là distribuées comme des rayons d'une roue autour de ce moyeu central. Donc, c'est le nom qu'on donne à ce réseau. Donc, les principes fondamentaux du programme ECHO, c'est d'utiliser la technologie afin d'exploiter des ressources qui sont rares, comme par exemple l'expertise médicale spécialisée dans un domaine. Ça va être de partager les bonnes pratiques afin de réduire les disparités d'accès aux soins et d'utiliser l'apprentissage basé sur des cas pour maîtriser la complexité de ces domaines spécialisés. Et très souvent aussi, faisant partie du principe ECHO, c'est d'améliorer et de surveiller les résultats. Donc, il y a un aspect de collection des données et d'évaluation qui est inclus. Donc, le principe, c'est que tous les intervenants vont enseigner dans ce modèle-là et tous vont apprendre. Donc, l'idée, c'est que les prestataires communautaires vont apprendre des spécialistes du domaine et que les prestataires communautaires vont apprendre les uns les autres, mais aussi les spécialistes apprennent par les commentaires et les inputs des prestataires communautaires à nouveau que des nouvelles pratiques émergent. Donc, c'est un apprentissage qui bénéficie à tous. Donc, cette diapo ici représente la dissémination du projet ECHO. Donc, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui a démarré aux États-Unis, au Nouveau-Mexique, qui ensuite s'est étendu dans de multiples parties du monde. Et donc, vous voyez ici une carte au niveau mondial. Donc, c'est un programme qui a été disséminé à large échelle dans plus de à peu près 40 pays à l'heure actuelle. Donc, le programme Éco-Santé Mentale a été développé à Cambridge, à l'Université de Toronto. Et donc, c'est un programme qui maintenant existe depuis plusieurs années et qui, en moyenne, compte environ 40 participants par séance qui sont distribués. Alors, je vais vous parler un peu plus de ce programme Éco-Santé Mentale de Cambridge. Donc, l'idée, c'est d'aider les prestataires de soins de santé à renforcer leur capacité en matière de traitement des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.
Donc, ça permet à ces prestataires de services d'utiliser les meilleures pratiques afin de réduire le nombre de visites nécessaires chez les spécialistes, donc ce qui permet aux patients d'être traités directement dans les pratiques de famille, par exemple. Donc, les moyeux ou hubs, donc c'est composé en général de spécialistes multidisciplinaires, donc qui viennent de Cambridge ou bien d'hôpitaux spécialisés qui sont en général localisés à Toronto. Et les rayons, spoke, ça serait les prestataires de services qui sont partout localisés. En général, c'est dans un programme qui se dissémine dans l'Ontario. Et donc, des prestataires de services qui sont tous passionnés par améliorer leurs connaissances, leur confiance dans leur pratique et leur expertise à délivrer des soins de santé mentale et toxicomanie. Donc, jusqu'à présent, c'est un programme qui a permis à presque 5000 professionnels de la santé d'être formés, de participer et qui a connecté environ 2000 organisations. Alors, cette diapo représente ici une série des programmes existants dans le programme ECHO. Donc, c'est des programmes qui sont anglophones. Hein. Donc, ça couvre différents domaines de la santé mentale. Ce qui est unique pour le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'idée de développer un programme éco pour la communauté francophone qui va se focaliser sur les problèmes d'addiction. Donc, si vous avez des questions un peu, qu'est-ce que c'est que ce programme éco donc ça, c'est la manière dont une séance d'un programme éco se déroule. Donc, c'est un exemple d'un agenda typique. Okay? Donc, ces sessions de programme éco durent en général de 1h15 à 2 heures. Hein. C'est assez flexible. Chaque programme décide un petit peu de la façon dont il va être organisé. Mais toutes les sessions se font en général de la même manière. C'est-à-dire que ça va commencer pour environ 10 minutes avec des mots de bienvenue, comme ça a été fait aujourd'hui. Ensuite, des mises à jour un petit peu sur ce qui se passe dans le programme et introduire les participants. Et ensuite, c'est une présentation didactique qui commence. Donc là, c'est plutôt une présentation un peu théorique, mais vraiment rapide, mais pour situer un petit peu l'état des connaissances. Et ensuite, et c'est là le cœur du projet ECHO, ça va être la présentation d'un cas. Et là, en général, ce cas est présenté par un membre de la communauté, donc un membre d'un rayon qu'on dit, donc qui va en général présenter un cas qui vient de la pratique. C'est-à-dire que ça peut être le malade qui a été vu la semaine précédente, qui a généré quelques difficultés ou des questions, et donc qui va être présenté au groupe. Et à ce moment-là, il va y avoir des questions, donc d'abord par la communauté, des gens présents, et ensuite par les personnes du moyeu central. Et ensuite, on va passer sur les recommandations, donc qui sont présentées par aussi les intervenants de la communauté, et ensuite par le moyeu central. Et ensuite, on va faire un sommaire de ces recommandations. Et ensuite, on va finaliser et essayer de mettre tout ça en perspective dans les remarques finales. Donc, la présentation, tout est basé essentiellement sur la présentation de cas, donc de cas réels en général. Hein. Donc, ça, c'est un élément clé du modèle. Et le participant, bien sûr, il faut respecter la privacy. Donc, ça va être des cas anonymes. Hein. Donc, tout identifiant ne va pas être présenté. Donc, ça va être vraiment de manière très générale. Et à ce moment-là, les personnes qui sont de la communauté qui veulent présenter un cas aussi vont avoir le soutien du programme ECHO, donc où là, on peut vous aider à structurer un peu le cas pour que ça soit adapté à la présentation. Et en général, chaque session a un sujet, mais les cas peuvent aussi
être un petit peu différent. C'est vraiment, on s'intéresse plus à ce qui vient du terrain, de votre pratique réelle, et puis après, on construit là-dessus. Et les feedbacks ont été obtenus de ce programme-là et ont été très positifs. Donc ça va être la présentation d'un cas typique. Donc ça va être par exemple présenter le cas. Donc ça va être résumer la situation clinique, que ça soit vraiment assez court. Et ensuite arriver très vite aux questions, aux problèmes qui ont été perçus sur le terrain. Donc il faut garder en tête tous les membres de la communauté ont un intérêt dans le domaine. Hein, sinon, vous ne participeriez pas. Donc, ça veut dire il y a quand même une audience qui est réceptive et qui est intéressée par le sujet. Donc, que ce soit le moyeu ou les rayons. Donc, ensuite, ça va être un processus donc, qui suit un certain mécanisme. Donc, les questions vont commencer par venir de la communauté et pour essayer d'avoir un petit peu des clarifications sur les points présentés. Ensuite, ça va être le moyeu qui va présenter ses propres questions pour essayer d'avoir aussi des clarifications. Et ensuite, ça va être les recommandations, donc en commençant par la communauté et ensuite par le moyeu central. Donc là, cette diapo présente un petit peu des résultats d'évaluation qui ont été faits dans le programme ECHO. Donc ici, c'est basé sur plus de 2000 sessions, je crois, qui ont été distribuées. Donc vous pouvez voir sur la gauche le niveau de satisfaction dans les sondages qui ont été faits au niveau des participants est très élevé. Et donc ce qui permet d'augmenter les connaissances, c'était une éducation conforme aux besoins d'apprentissage, qui réduit aussi l'isolement professionnel. Ça, c'est un important point parce que très souvent, les professionnels de santé sont isolés dans leur pratique et donc ça leur permet d'avoir un peu une communauté de practice qui a les mêmes intérêts. Et ça permet aussi d'avoir une satisfaction de la participation au programme. Et c'est un programme qui, en général, est recommandé pour d'autres. Des évaluations ont été faites aussi sur certains des programmes, par exemple pour le changement des connaissances en montrant une augmentation significative après participation de certains niveaux de connaissances. Donc ici, c'était dans un topic sur la diversité ou un autre topic sur le déficit intellectuel où les participants avaient une augmentation de leur confiance à s'occuper de ces problèmes-là. Et donc, aussi, cette dernière statistique est intéressante. 84% des participants indiquaient que ça avait amené à des changements dans leur pratique. Donc, c'est vraiment un programme qui a été très efficace et qui a eu beaucoup de succès. Donc, on se disait que on voulait donc développer ce programme-là pour la communauté francophone, pour les addictions. Et donc, Aliou et quelques-uns de mes collègues, moi-même, on a appliqué au CIHR pour des financements et on avait réussi à obtenir un financement afin de piloter ce programme et de faire une étude des besoins. Donc, c'est un petit peu ce programme-là qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le sommaire maintenant. Donc, l'idée, les bénéfices de participer à un programme ECHO, c'est de faire partie d'une communauté de pratique interprofessionnelle. Donc, ce n'est pas restreint à des médecins ou à any sorte d'intervenant. Tout intervenant qui est intéressé par ces problèmes-là peuvent participer. Et l'idée, c'est de se soutenir mutuellement et d'apprendre ensemble. Et ensuite, que chacun puisse augmenter ses compétences et ses connaissances en matière de santé mentale et de toxicomanie. Ça permet un développement professionnel continu qui est gratuit et qui aussi permet d'utiliser une plateforme virtuelle, donc comme on fait aujourd'hui, ce qui permet de ne pas avoir à payer de déplacement. Et donc, ça permet aussi de résoudre des cas complexes qui viennent directement de votre pratique et d'avoir des recommandations en temps réel pour soutenir ces patients. Donc, on est très excités de l'idée de lancer ce programme pour la communauté francophone.
Donc, première chose que l'on a fait a été une étude des besoins. Et donc, je vais maintenant laisser Aliou présenter sur les résultats de cette étude des besoins. Merci. Merci beaucoup, Bernard. OK. Maintenant, je vais essayer de partager, disons, la présentation. OK. C'est bon? OK, parfait. OK, comme Bernard l'a dit, donc, vous avez pu voir exactement le format de la mise en œuvre d'un projet éco. Et donc, par rapport au projet pilote qu'on est en train de mener, euh, comme vous le voyez, et que Bernard est revenu là-dessus, je pense que le public cible, de façon générale, est tout professionnel de la santé qui fournit euh, des services à la population francophone. Et donc, euh, toutes ces personnes-là sont en tout cas des cibles de ce projet. Euh, je vais essayer de faire dérouler les slides. OK. Bon, là, vous avez une partie de l'équipe, mais c'est, disons, plusieurs personnes qui sont derrière ce projet. Peut-être c'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans le cadre de ce projet-là. Euh, Au-delà des chercheurs, il y a aussi un certain nombre d'organismes francophones, notamment les réseaux, les réseaux de santé, n'est-ce pas, qui sont en quelque sorte liés aussi à Société Santé en français. Donc, nous avons les trois réseaux euh, de la province de l'Ontario, n'est-ce pas? Le réseau du Nord, le réseau du Centre-Sud-Ouest et le réseau de l'Est. En plus des entités donc, qui ont été effectivement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet, notamment à l'époque de son lancement en quelque sorte, et qui nous ont aidés également à faire en sorte d'inclure toutes les parties prenantes qu'il était nécessaire et pertinent d'inclure dans ce projet-là. Donc, on va essayer d'aller très rapidement. Les premières étapes consistaient véritablement à comprendre le modèle éco, mais aussi à évaluer, euh, disons, le manque de services et de ressources en français qui sont consacrés au traitement des dépendances à travers la province. Donc, encore une fois, le but ultime du projet est effectivement d'orienter les initiatives d'amélioration de la qualité de l'éducation en vue des prochaines phases de ce programme. Donc, on va essayer de passer au prochain. Donc, le sondage préliminaire qu'on a eu à partager avec les fournisseurs de services à travers toute la province a été fait à travers la plateforme Redcap. Et donc, nous avons eu, je pense, une soixantaine de réponses des fournisseurs de services. Et effectivement, bon, nous avions également offert des cartes cadeaux pour les 200 premiers participants. Mais bon, euh, par rapport aux résultats, disons, l'analyse s'est faite sur ces 60 euh, participants qui nous ont envoyé des réponses et complété le questionnaire. Et donc, les résultats en termes de répartition géographique, les voici. Donc, comme vous le savez,
euh, euh, la région de Hawkesbury nous a envoyé la majorité, de même qu'Ottawa, disons, la région de l'Est de façon générale. La majorité des réponses nous venaient de ces régions-là. Évidemment, nous avons également voulu faire en sorte que l'on puisse avoir le maximum de réponses à travers toute la province. Mais comme vous le savez, dans certaines zones, on a moins, en tout cas, de fournisseurs de services que dans d'autres. Et donc, ce qui montre un tout petit peu, disons, cette différence par rapport au nombre, n'est-ce pas, de ceux qui ont soumis à des réponses selon les régions. Donc, ça se comprend un tout petit peu. OK. Voilà, par rapport à la carte, ce que ça donne. Je pense que c'était important, même si c'est des réponses assez limitées, que l'on puisse avoir au moins les perspectives des fournisseurs de services qui sont basés dans des régions assez éloignées. Donc, on en a, on en a eu quelques. Bon, voilà, de façon beaucoup plus détaillée, voici les réponses que nous avons reçues par rapport à, euh, disons, les fournisseurs de services, notamment par rapport à leur rôle euh, au niveau du pourvoyeur de services, l'organisme. Comme vous le voyez, il y a une certaine diversité, en tout cas en termes de profession, par rapport à ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc, les conseillers, les travailleurs sociaux occupent une part importante. Bien sûr, il y a d'autres professions qui n'ont pas été détaillées dans le questionnaire, mais bon, on voit qu'une bonne partie euh, dans, dans le groupe autre a eu à répondre au questionnaire. Donc, ça donne une idée aussi par rapport au fait que les professions, disons, les plus populaires, si vous voulez, ne sont pas seulement les seuls intéressés, en tout cas, à ces problématiques. OK. Par rapport à, disons, au nombre de patients qui sont généralement vus par ces organismes-là, comme vous le voyez, il y a une certaine disparité, n'est-ce pas, par rapport au nombre de patients vus par mois. Et donc, ce qui donne aussi une idée disons, de la diversité ou de la taille des organismes qui fournissent des services en français. Voilà. Pour ce qui est de la question liée aux substances, euh, disons, ou aux besoins, en quelque sorte, de prise en charge qui ont été spécifiés. Donc, le tabac, l'alcool occupent une place importante, les opioïdes aussi, mais il y a d'autres substances, disons, euh, qui ont été, n'est-ce pas, amenées à notre connaissance dans la mesure où les jeux vidéo, bon, pas une substance, mais au moins, disons, une source de dépendance qui a été notifiée. Les stimulants, même la cocaïne, les méthamphétamines, bien sûr, le cannabis occupe une place non négligeable. Bon, le cannabis et l'alcool, je pense, de façon assez consistante,
homogènes euh, sont revenus assez régulièrement comme un besoin qui a été exprimé. Et donc, quelque part, ce n'est pas une surprise. Mais le fait de voir la cocaïne, ouais, les substances, euh, un type de méthamphétamine, donne une idée également de euh, la diversité, en tout cas des substances liées aux dépendances par rapport à la communauté francophone. Donc, il faut penser au-delà aussi de ce qui est vu habituellement, donc pour montrer que les besoins sont assez, assez larges en termes de substances. Par rapport à la tranche d'âge, bon, ce n'est pas une surprise. Les adultes occupent, disons, l'essentiel en tout cas des patients qui euh, viennent en tout cas demander des services au niveau de nos organismes francophones. Les adolescents occupent une place non négligeable également. Donc, pensez à des interventions qui pourraient viser ces groupes d'âge. Euh, les traitements fournis par rapport à la dépendance euh, sont assez diversifiés aussi. Ce qu'il faut noter est qu'en termes de counseling, de psychothérapie, il y a de façon générale, de même que le traitement de la dépendance, disons la gestion de cas. Mais comme vous le voyez, il y a un besoin par rapport à un certain nombre d'interventions, notamment en termes disons, de programmes ambulatoires, de services de réduction des méfaits, traitement de la méthadone, qui est devenu de plus en plus, disons, mis en œuvre, le soutien par les pairs, de même que aussi d'autres interventions, disons, alliées, peut-être dans d'autres secteurs, mais qui vont de pair avec la prise en charge des dépendances, comme le logement de transition, etc. OK. Quels services axés sur les dépendances parmi les suivantes sont-ils offerts en français? Par rapport à cette question, encore une fois, le counseling, la psychothérapie revient. Donc, c'est des services qui existent, mais il faut penser aussi au fait qu'il y a d'autres besoins en termes de renforcement des capacités au niveau de nos organismes. Ici, vous avez justement, disons, une expression des besoins, n'est-ce pas? En termes de logement de transition, comme on l'a dit, en termes d'hébergement temporaire, en termes de programme de désintoxication, excusez-moi, en termes également d'intervention autour du soutien par les pairs. Donc, tout ceci constitue des besoins exprimés par les fournisseurs de services. Pour ce qui est des obstacles à l'accès à des services de prise en charge des dépendances, voici ce qui nous a été dit. Bon, la peur de la stigmatisation et de la discrimination est une réalité. Il y a également d'autres aspects, notamment le manque de ressources des fournisseurs de services. Et bien sûr, le fait que certaines populations également se trouvent dans des zones où l'accès à des services est le problème d'accès à des services est une réalité. Donc, c'est quelque chose que l'on devrait prendre en compte aussi. Une barrière à enlever. Voilà, la proportion de fournisseurs
disons, qui ont la capacité d'offrir ces services-là en français. Bon, voici ce qu'on a pu recueillir pour certains organismes de façon générale. Plus de 40% des organismes, ou en tout cas qui fournissent des services, disent qu'ils ont la capacité. Donc, j'imagine que c'est des organismes francophones. Mais il y en a bien d'autres qui ont effectivement des problèmes de capacité en termes de pouvoir fournir des services en français. OK. Quels sont les domaines, disons, euh, qui relèvent du diagnostic et de l'évaluation des dépendances où, on, où les fournisseurs de services pensent qu'ils ont en fait ce dont ils ont besoin en termes de connaissances. Euh, euh, pour ce qui est de des services de dépistage, bon, une bonne partie dit qu'ils ont en tout cas les connaissances, n'est-ce pas, ce dont ils ont besoin pour offrir ces services. Euh, En termes de diagnostic et de troubles liés à l'utilisation de substances, oui, il y en a pas mal. Mais pour ce qui est des services de laboratoire pour l'abus de substances, bon, il y a un besoin de formation, il y a un besoin d'en apprendre davantage par rapport à ce domaine-là. De même que le diagnostic de l'intoxication, n'est-ce pas? Et d'autres aspects, disons, liés à la capacité de fournir des services de prise en charge des dépendances. Donc, on va essayer d'aller assez vite pour le reste. On leur a demandé aussi quels sont les domaines dans lesquels euh, euh, le traitement pharmacologique des dépendances, euh, disons par rapport à ce domaine-là, ils ont une certaine connaissance. Et là, comme vous le voyez, la prise en charge pharmacologique, la gestion effectivement de l'intoxication aux substances, bon, il semble y avoir une certaine forme de connaissance, de compétence, mais quand on pas du côté de la pharmacothérapie, hors indication pour les stimulants. Là, il y a effectivement un besoin, de même que par rapport aux médicaments contre les envies impérieuses de consommation d'alcool. Donc, je pense que ça donne une idée de où concentrer justement les futurs, disons, le contenu des formations sur lesquelles on est en train de travailler pour pouvoir les donner plus tard aux fournisseurs de services. À votre avis, dans quel des domaines suivants qui relèvent du traitement psychosocial des dépendances fondées sur les données probantes avez-vous suffisamment de connaissances? Sur cette question, je pense qu'en termes d'entretien motivationnel, de thérapie d'amélioration de la motivation, bon, il y a quelque chose en place, de même que les interventions brèves. Euh, euh, mais quand on voit l'animation des réunions, des programmes en 12 étapes, n'est-ce pas, qui survient, disons, qui est une des approches par rapport à la prise en charge des dépendances. Il y a clairement un besoin. Dans quel domaine, disons, les fournisseurs de services relèvent, disons, des domaines qui concernent le traitement des dépendances au sein des populations particulières? Les fournisseurs de services avaient des connaissances assez suffisantes. Par rapport à cela, ce qui peut-être est un domaine qui nécessiterait un soutien sont les domaines suivants: le traitement des dépendances chez les personnes aux prises avec des douleurs chroniques, le traitement des dépendances pendant la grossesse. On voit clairement qu'il y a un besoin par rapport à cela.
Néanmoins, le traitement des dépendances chez les personnes ayant une maladie mentale concomitante semble quand même être un domaine par rapport auquel les fournisseurs de services sont préparés. Néanmoins, ils ont besoin de soutien par rapport à d'autres, n'est-ce pas, d'autres domaines. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez assez clairement, ça semble être assez petit. Euh, En termes de besoins, n'est-ce pas, pour approfondir les connaissances qui seraient faites probablement, qui nous permettraient de préparer les cours de formation, n'est-ce pas, euh, qu'on est en train auquel on pense par rapport à ce projet. Le traitement des dépendants chez les personnes aux prises avec des douleurs chroniques devient est d'un intérêt assez élevé. De même que le traitement des dépendances dans la communauté LGBTQ, le traitement des dépendances pour les personnes âgées, la thérapie cognitivo-comportementale pour les troubles liés à l'utilisation de substances également. Les interventions brèves, encore une fois, ont été exprimées comme un besoin. Euh, euh, des connaissances par rapport aux médicaments contre les envies impérieuses de consommation d'alcool est également revenu. On va essayer d'avancer un peu. Quelles sont les substances, disons, sur lesquelles, en tout cas, la recherche devrait mettre le focus par rapport aux cours également qu'on est en train de préparer, en faire en tout cas des priorités. Ce sont les opioïdes. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Il y a un besoin de plus en plus croissant par rapport à cet aspect de dépendance. Également, le cannabis, ouais, ça c'est un besoin qui n'est pas non plus une surprise, mais quand même, par rapport aux fournisseurs de services, ça a été confirmé, de même que la méthamphétamine, la cocaïne aussi, hein, les hallucinogènes, etc. Donc, voilà de façon générale ce que les fournisseurs de services, n'est-ce pas, en français, nous ont demandé de mettre le focus par rapport à la formation. Donc, par rapport au projet en lui-même, on a fini de faire l'analyse de l'expression des besoins. Donc, maintenant, par rapport à la nouvelle année, je pense euh, l'objectif est de développer le cours, n'est-ce pas, et de voir dans quel format, n'est-ce pas, comment justement partager ce cours-là, et également comment mettre en œuvre justement à travers le modèle éco que Bernard a pu partager, euh, renforcer justement les connaissances, n'est-ce pas, au sein de la communauté francophone, afin que l'on puisse répondre aux besoins de nos populations par rapport aux dépendances. Donc voilà en gros ce qu'on voulait partager avec vous par rapport à ce projet-là, là où on en est. Maintenant, je pense qu'on est ouvert voilà, à recevoir des questions, commentaires par rapport aux participants. Merci beaucoup, Alié. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation plus que complète, très intéressante, et pour donc la mise, le déploiement donc de ce modèle. Nous avons déjà donc une question là, dans la boîte de questions et réponses. Donc, bonjour, cher initiateur du projet. Ça vient de Monsieur Cyprien Ado. Pour ceux qui sont hors du Canada, peuvent-ils manifester leur intérêt d'adhésion au projet? Si oui, quelle serait la procédure? Merci. Je vais répondre à ça. Le-
Tout à fait. Donc, pour l'instant, on n'a pas nécessairement de restrictions. Euh, Toutes les personnes qui sont intéressées, à partir du moment où vous êtes francophone et que vous aurez un intérêt sur le sujet, vous serez bienvenus à vous connecter. Euh, il est clair qu'on va évaluer et voir un petit peu comment le programme se développe. Il est possible, par exemple, que les besoins soient très différents pour des intervenants qui sont, par exemple, localisés en Afrique versus des intervenants qui sont localisés au Canada. Donc, si on s'aperçoit que euh, les besoins, par exemple, sont tellement spécifiques, peut-être on fera des sessions spécialisées pour l'Afrique, par exemple. On n'en est pas encore là dans notre étape de réflexion. Pour l'instant, on veut disséminer le programme, le lancer, voir un petit peu quel est l'intérêt et le feedback. Et à ce moment-là, on espère par la suite euh, être, être capable de maintenir le programme. Donc, pour l'instant, on a des financements juste pour démarrer le programme, faire un petit peu un pilote. Si on s'aperçoit qu'il y a un intérêt de la communauté, qu'il y a un intérêt peut-être même au-delà du Canada, on espère à ce moment-là appliquer pour d'autres demandes de financement pour s'assurer que le projet va être maintenu et possiblement s'étendra dans le temps et dans la capacité géographique également. Donc, j'imagine tout à fait, par exemple, qu'il y a des financements spécifiques que l'on pourrait demander pour des programmes à l'étranger qui ne vont pas être les mêmes sources de financement que pour le Canada, par exemple. Donc, on travaillera avec vous tous pour ça. Merci beaucoup, Bernard. Alors, en attendant donc d'autres questions, justement, moi je pense qu'il y aura très probablement un intérêt même en dehors du Canada, étant donné que nous avons beaucoup d'inscriptions donc qui nous viennent aussi bien d'Europe que d'Afrique francophone. Moi, j'aurais aussi une question donc qui fait un peu suite à celle qui vient d'être posée. Comment envisagez-vous de d'évaluer donc l'efficacité du programme au fil du temps? Quelles sont les étapes à mettre en place pour cette évaluation? Hmm. Oui, donc on a des questionnaires qui sont standards pour le programme ECHO, donc qui permettent un petit peu d'évaluer euh, en, avant la délivrance du programme et par la suite après. Donc, on va utiliser ces questionnaires qui sont les mêmes qui ont été utilisés dans d'autres programmes éco, santé mentale. Donc, c'est tout à fait développé, standardisé. Donc, ça va nous permettre de voir un petit peu l'impact et la satisfaction et on va également collecter du feedback qualitatif sur comment améliorer le projet. Merci beaucoup. Effectivement, bon, ouais. J'ajouterais aussi que, encore une fois, c'est un projet pilote. Et donc, ce qu'on voudrait passer une première aussi par rapport aux dépendances, on a eu en tout cas reçu une expression des besoins. Maintenant, le cours et la mise en œuvre nous permettra de voir si effectivement on a pu répondre en tout cas aux besoins qui ont été exprimés. Et je pense qu'il y aura une évaluation, comme Bernard l'a dit, qui nous permettra probablement de dire oui ou non si on est arrivé justement à satisfaire l'expression de ces besoins ou que on aurait besoin de réajuster, n'est-ce pas, par rapport au futur, aux prochaines étapes du projet, notamment de le rendre pérenne si on arrive à avoir des financements voilà, à la fin du projet pilote. Donc, Merci beaucoup, Alio. Oui, bien sûr, Bernard, allez-y. oui, je vois également une question de Alan Katz. Donc, Tout à fait. merci pour la question. Euh, je vois que c'est par rapport à l'accès du programme. Donc, donc la question, c'est pour l'inscription, est-ce que les clients ont besoin d'un praticien de soins primaires, par exemple un médecin de famille ou une infirmière praticienne? Donc, l'idée du programme ECHO, c'est de connecter
les professionnels de la santé. Donc, c'est pas les patients directement qui vont connecter au programme. Donc, il faut être clair là-dessus. Mais dans mon esprit, euh, de par la manière dont les soins en addiction sont disséminés, je pense qu'on ne va pas restreindre à, par exemple, des médecins ou des nurse practitioners. On va ouvrir à tout type de professionnels de santé qui pourront se joindre parce que les problématiques d'addiction, en général, sont soignées dans des équipes multidisciplinaires. Mhm. Et donc, il y a une valeur à permettre à tous les professionnels de santé de se connecter. Ok. Mais il est clair que, par exemple, il y aura des sessions, si on fait une session pharmacologie, par exemple, seulement les prescripteurs pourront être capables de prescrire. Mais il n'empêche qu'un thérapeute ou un psychologue peuvent bénéficier des connaissances sur aussi les médicaments, et même s'ils ne vont pas les prescrire directement. Donc, je pense que c'est utile d'ouvrir les sessions. Merci beaucoup, Bernard. Alors, nous avons aussi donc une question du docteur Ao, donc du Togo. Oui. Donc, Alors, il dit, j'avais déjà écrit dans le chat aussi. Je oui, profite tout pour à fait. vous remercier pour cette très belle présentation. J'avoue que le projet, le programme me captive et je suis le coordonnateur du programme qui s'occupe des addictions au Togo. Et pas plus que lundi, la CEDEAO a lancé notre rapport Wendu. Wendu qui est le rapport que nous faisons sur les addictions au niveau de la CEDEAO. Et on remarque quand même que l'augmentation de la consommation dans notre région est très, très perceptible. Et je constate que les besoins que CENE a présentés sont presque les mêmes chez nous. Et le profil même des consommations, l'alcool en premier lieu, suivi du cannabis, et puis des opioïdes. Actuellement, c'est le phénomène du tramadol chez nous. Donc, vraiment, je suis très intéressé par ce programme et je vais mobiliser mes acteurs sur le terrain pour pouvoir participer massivement. Donc, il faut nous inviter à rejoindre le programme dès que possible et nous montrer comment le faire. Merci bien. Merci de votre commentaire. Et effectivement, je pense que de toute façon, vous allez recevoir l'information quand on va lancer le programme, parce que toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui vont recevoir cette information-là, donc vous aurez la capacité de vous joindre. Mais je pense également que c'est un programme qui a un potentiel très fort pour permettre de connecter l'expertise dans des pays comme le Togo ou autres en Afrique. Et certainement, je sais que Aliou a des intérêts dans ce domaine-là, j'ai des intérêts aussi dans ce domaine-là. On serait intéressé de travailler avec vous pour développer potentiellement des programmes spécifiques et des collaborations. Donc, on peut garder la communication ouverte. Absolument, absolument. Donc, ça peut même aller au-delà de ce qu'on est en train de faire en ce moment, parce que l'intérêt est là, les besoins sont là. Je pense que on pourra aussi continuer ces discussions-là, même au-delà de cette présentation. Je pense que Adam pourra justement nous connecter pour continuer ces discussions-là après. Euh, voilà. Oui, tout à fait. Je me permets de vous rappeler donc que l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les présentations donc effectuées par nos deux intervenants seront disponibles sur le site de la Société Santé en français à partir de la semaine prochaine, normalement. Nous avons une autre question de Madame Hanan Kabli. Bonjour, merci pour cette présentation. Le projet est très pertinent. Nous nous ferons un réel plaisir de soutenir cette initiative à l'entité de planification de territoire HNHBWW à travers notre communauté de pratique pour les services de santé en français et pour les fournisseurs de services de santé. Pourriez-vous partager la présentation ainsi que tout autre support d'information, s'il vous plaît? Donc, merci beaucoup, Hanan. Donc, comme je l'ai dit, la présentation sera partagée à partir de la semaine prochaine sur le site de la Société Santé en français. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non, juste des commentaires de satisfaction. Très bien.
Ben, nous arrivons donc à la clôture de ce webinaire. Merci encore Bernard, merci encore Allier donc pour la présentation de ce projet-là et pour votre participation au webinaire de la Société de santé en français. Merci encore à tous nos participants, spécialement ceux donc, qui sont connectés avec nous avec un décalage horaire, donc un autre fuseau horaire. Je vous invite donc à rester connectés à nos médias pour nos prochains webinaires. Nous en avons aussi un donc, la semaine prochaine. Et pour la présentation de ce webinaire-là, comme je dit, elle sera disponible à partir donc, de mercredi ou jeudi prochain sur le site de la Société Santé en français. Ah, on me fait signe qu'il y a peut-être une question avant de clôturer. Euh, je ne vois pas la question. Leonardo. La question c'est, je travaille dans la promotion de la santé, réduction des risques en milieu Ah, festif, plus précisément. En tant que chargé de projet, je pourrais servir de relais auprès des professionnels avec lesquels je travaille. Qu'en pensez-vous? Alors, bien sûr, de toute façon, toute dissémination dans la communauté francophone sera utile. Donc, je pense que c'est toujours difficile d'arriver à connecter les professionnels de santé, notamment quand ils sont isolés dans leur pratique. Donc, plus on va disséminer, mieux ça va être. Et je pense également qu'il faut qu'on adapte le programme pour répondre à vos besoins sur le terrain. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se passer si on arrive à vraiment connecter avec les gens localement. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à disséminer l'information à qui vous voulez et ça sera très bien. Merci beaucoup. merci beaucoup, Emmanuel, pour cette question. Une fois n'est pas coutume, donc le mot de la fin aurait été présenté avant la fin des questions. On, on fera en sorte que ça ne devienne pas une habitude. Merci encore à nos présentateurs et au plaisir de vous retrouver dans un prochain webinaire. Merci et Merci. au Au revoir. revoir. Au revoir. Allez voir.